Parler à mes étudiants du style oral, notamment quand il fallait leur expliquer que vous, quand vous citez, mettez bien que vous citez, cherchez pas à faire croire que ça vient de vous, hein, parce qu'on saura le reconnaître, on s'y connaît. Bon. Et il n'y a pas de déshonneur à citer. La preuve, il y a eu un livre écrit par un monsieur en 1925 où il n'y a que des citations. Bon, c'est pourtant un livre très original. Bon. Mais pour le reste, mon rapport avec Marcel Proust a été essentiellement indirect, entretenu par l'intermédiaire d'un homme qui a profondément renouvelé au début du XXe siècle les études homériques, Milman Parry. En 1928, Parry se penchait dans sa thèse sur ces épithètes indéfiniment répétées qui, depuis au moins les scoliates alexandrins, n'ont cessé d'intriguer les commentateurs. Il parvenait à un résultat que je me suis souvent amusé à présenter à mes étudiants comme le théorème de Parry. À savoir, ce théorème s'énoncerait: les épithètes homériques forment un système à la fois maximal et minimal. Maximal parce que tous les héros disposent de ce qu'il leur faut comme épithète pour apparaître dans tous les contextes métriques, et minimal parce que les épithètes superflues étant exceptionnelles, il suffit d'enlever à un héros son épithète attitrée pour l'empêcher d'apparaître dans certains contextes métriques. Un tel système, estimait-il, est trop complexe et trop parfaitement agencé pour avoir été forgé par un auteur unique. On devait donc voir le produit d'un lent processus au cours duquel chaque génération d'AED modifiait sans s'en apercevoir le stock d'épithètes qu'elle avait reçu. Des épithètes nouvelles apparaissaient, là où il en manquait encore, d'autres tombaient en désuétude parce que superflues, et le système approchait ainsi peu à peu de l'état de perfection où il osait parvenir. Alors, Antoine Meillet lui fit observer lors de sa soutenance, parce que ça, il ne l'avait pas vu dans sa soutenance, c'est un homme de l'écrit, Milman. Antoine Meillet lui a fait observer lors de sa soutenance qu'un secret formel qui donnait à la diction homérique la tonalité particulière par laquelle elle se distingue d'auteurs ultérieurs, comme Virgile, devait être considéré comme l'indice d'une composition orale. Parry avait seulement dit, c'est pas l'œuvre d'un auteur unique, mais c'est plus, c'est une composition orale. Hypothèse que Parry entreprit d'aller tester dans une région où la tradition épique vivait encore. Il se rendit donc dans les Balkans et là, il recueillit auprès de bardes, le plus souvent illettrés, des chants qui lui parurent comparables par la diction et pour certains par l'ampleur aux épopées d'Homère. Il crut pouvoir en déduire que l'Iliade et l'Odyssée avaient été prises sous la dictée de bardes semblables à ceux dont lui et son assistant Alberto recueillaient, transcrivaient les chants. Ça marche. Il est difficile de savoir quel rôle les entretiens que Parry a, semble-t-il, eu avec Marcel Jouste au cours de l'écriture de sa thèse ont joué dans l'élaboration de ses idées. Et seul l'examen des papiers de Parry qui sont en rab pourrait permettre de décider. J'ai plusieurs fois proposé à mes étudiants d'en faire un mémoire de maîtrise, mais ça ne les a pas intéressés. Mais peut-être que dans les papiers Jouste, il y a des traces de cette interaction. Donc là aussi, il y a peut-être un mémoire à proposer à des étudiants. Bon. Alors, tout ce que je peux dire, enfin, tout ce que la documentation disponible me permet de dire, c'est que je le formulerai en disant que là où Jouste avait été un homme d'intuition, Parry fut un homme d'équation. Mais ce dont je voudrais faire le point de départ de mon exposé aujourd'hui n'est cependant pas ce que les deux hommes ont peut-être partagé, mais le pas de côté que Milman Parry, ou plutôt son fils Adam, a opéré par rapport à l'héritage joussien. En effet, Adam Parry, s'il accordait volontiers à son défunt père que l'Iliade et l'Odyssée étaient le produit d'une culture encore largement orale, crut y décerner aussi la trace d'un travail de plume. La médiocrité des quelques épopées écrites que son père Milman avait recueillies en Yougoslavie avec Albert Love ne lui paraissait pas une raison suffisante pour exclure une telle éventualité. Pensons, disait-il, à un monde grec où l'alphabet viendrait juste d'apparaître, venu de Phénicie. Et dans ce monde encore vierge d'écriture, imaginons un barde talentueux qui déciderait d'utiliser ces signes importés de Phénicie pour composer une épopée. Le poème qu'il écrirait aurait la même diction, la même ampleur que ceux qu'il avait chantés jusque-là, puisqu'il ne connaîtrait rien d'autre. Mais il se donnerait le temps de choisir ses mots, d'amplifier sa narration et de camper ses personnages. L'Homère imaginé par Adam Parry, donc pas Milman le père,
était l'homme d'une écriture émergente à peine de l'oralité, différente en cela de tous les hommes d'écriture venus après lui et de tous les hommes d'écriture que nous connaissons aujourd'hui. Cette idée d'une écriture née dans un monde resté pour l'essentiel un monde d'oralité me paraît très intéressante et pourrait du reste s'appliquer à certaines des données étudiées par Jousse. On a dit qu'il s'est beaucoup penché sur le Nouveau Testament, qu'il a voulu y voir la mise par écrit de paroles proférées oralement. Bien lui accorder ça éventuellement pour les béatitudes, par exemple, encore qu'on peut se demander comment ça s'est transmis, sous quelle forme ça s'est transmis entre leur profération orale et leur mise par écrit, une, deux ou trois générations plus. Mais en revanche, pour par exemple l'exorde du 4e évangile, dont il a dit quelques mots, il n'est pas déraisonnable d'y voir le fruit d'un travail d'écriture, puisqu'il ne se donne pas comme la restitution de paroles effectivement prononcées. Et ça, pourtant, on sent, surtout dans la version grecque, qui est la version la plus ancienne que nous ayons, et qui est peut-être la première, parce que il est nécessaire de faire l'hypothèse qu'il y a eu un prototype araméen, on entend quelque chose de particulier. Hein. Anache en ologos, kaiologos en postantheon, altheos en ologos, utos anache en postantheon. Ça fait penser à des choses dont Jousse a parlé, à des choses que Milman et Paris, Milman le Père et Paris ont recueillies en pays serbo-croate, et à des choses qu'on entend dans certaines de nos chansons. Hein. Derrière chez moi, il y a un bois, dans le bois, il y a un arbre, dans l'arbre, il y a un nid. C'est exactement une espèce de composition domino où, pour prendre le mot de Jousse, c'est son terme, chaque verset s'agrafe au précédent. Bon. Voilà un texte écrit. Il n'a probablement jamais été proféré oralement avant sa mise par écrit, mais un texte écrit qui a une tonalité particulière, qui est un texte écrit dans une société encore très largement orale. Mais j'en viens maintenant, après ces propos un peu spéculatifs, à ce que j'ai observé au pays des Touaregs. Alors, j'ai eu tout le loisir d'apprécier la complexité syntaxique, la richesse lexicale et tout simplement la beauté de leur poésie et même de leurs contes. Mais il s'agissait d'une littérature orale. Le monde de l'écriture ne leur était certes pas complètement inconnu puisque 3 alphabets coexistent parmi eux. Il y a leur propre alphabet ou leurs propres alphabets, parce que ça dépend d'une région à l'autre, dont les caractères reçoivent le nom spécifique de Tafinark, qui devient au pluriel Tichinard, qui est presque passé en français, donc je parlerai de Tichinard en le mettant au féminin comme en Touareg. Bon, ces Tichinards sont les héritiers de vieux alphabets dont on trouve des attestations dans toute l'Afrique du Nord, qui remontent à l'époque du Mide. Et elles voisinent avec les 2 autres alphabets d'origine étrangère que connaissent les Touaregs. L'alphabet arabe que l'islam a introduit parmi eux depuis au moins 10 siècles, et l'alphabet latin que la scolarisation commençait à répandre chez eux à l'époque où je vivais parmi eux. Presque tous les Touaregs ont une connaissance au moins rudimentaire de leurs propres alphabets, du moins de celui qui est en usage dans leur région. Alors que seuls ceux relativement peu nombreux aujourd'hui encore qui ont fréquenté l'école coranique ou l'école à l'européenne manient les alphabets latins ou arabes. Et il ne venait pas à l'idée de mes hôtes qu'on pût utiliser les Tichinards à transcrire leur poésie ou leurs contes, et encore moins à écrire des livres semblables à ceux qu'ils voyaient écrits en arabe ou en français. Du reste, qu'on pu utiliser ces alphabets étrangers à transcrire leur propre langue les étonnait beaucoup. Me voir transcrire leurs propres paroles dans mon alphabet était pour eux un sujet d'étonnement et même d'amusement. L'une des distractions qu'on aimait s'offrir dans les campements dont j'étais là, c'était de me demander de lire mes cahiers et de lire les poèmes que j'avais transcrits dans mon alphabet à moi. Ça faisait partie des choses qui les amusaient beaucoup. Mais cela, des poèmes à eux écrits dans mon alphabet à moi, ça allait contre leur conception qui sont de l'écriture. Pour eux, chaque langue a son alphabet et chaque alphabet a son usage. L'alphabet latin, c'est pour les documents administratifs, dont les papiers d'identité. L'alphabet arabe, c'est pour les salives. Et l'alphabet touareg, c'est pour l'usage dont je vais maintenant parler. Car s'ils ne les utilisent pas pour transcrire leur poésie, ni n'imaginent qu'elles puissent, les Tifinagh, servir à faire des livres, les Touaregs font tout de même un usage modeste et
quotidien de ces caractères. Il les emploie à écrire de petites missives, à tracer des graffitis sur les arbres, les rochers ou les ustensiles quotidiens. Il est vrai que depuis plusieurs décennies, les services d'alphabétisation du Niger et du Mali éditent de petits opuscules rédigés en tifina. De plus, quelques intellectuels ont entrepris de créer des versions modernisées de ces alphabets qui leur paraissent mieux adaptées à l'usage moderne. Ces initiatives feront peut-être évoluer les pratiques scripturaires, encore que pour des raisons que je ne peux pas développer ici, je suis sceptique. Mais pour l'instant, les seuls véritables livres composés en tifina l'ont été par des étrangers. En 1956, l'imprimerie nationale a publié une version touareg du Petit Prince qui, je pense, n'a jamais été lue en pays touareg. Et à l'époque où j'étais là-bas, une mission protestante avait édité en tifina une version touareg du Nouveau Testament. Je ne crois pas que les Touaregs aient beaucoup lu, surtout que l'idée d'écrire d'utiliser des tifina pour un livre supposé saint, ça devait aller contre leur conception des choses. Le seul exemplaire que j'ai vu, je l'ai vu traîner dans une décharge. Bon. Mais venons-en maintenant à l'usage essentiel de leur alphabet, celui qu'ils en font dans la pratique épistolaire. Je partirai d'une petite missive, alors qui date d'un siècle, mais d'un peu plus d'un siècle, mais qui est très comparable à ce qu'on peut recueillir aujourd'hui. Elle a été reçue par le père de Foucault en 1913 ou 1914. Bon, je vous la lis, je vais m'attarder dessus, mais je vous la lis déjà. Bon, Awanet, Shadika, Tanat, Eolaren, Marabout, Ernas, Sewid, Aetzer, Bas, Safa. C'est moi, Shadika, je dis, ça c'est l'incipit de toutes les lettres. C'est moi, un tel, 10 ans. C'est moi, Shadika, 10 ans, je salue là-bas le marabout, c'est le nom qui donne au père de Foucault. Dis-lui, alors le dis-lui s'adresse probablement au scribe. Dis-lui, fais-moi venir, de quoi me vêtir, là ça a été mis là, de quoi me vêtir, je n'ai plus rien à me mettre. Il n'y a plus de quoi me vêtir. Parce que le père de Foucault faisait des aumônes pauvres et ça consistait souvent en troupeaux de tissus. Alors, c'est le document sur lequel je vais me concentrer, mais voici quand même, pour que vous ayez une idée de ce que c'est, mais je ne vais pas m'attarder dessus, quelques autres exemples de lettres reçues par le père de Foucault. Alors, pour certains, vous voyez, il y a peut-être des transcriptions en alphabet latin. Ça, c'est le père de Foucault. Alors, arrivé, il a transcrit dans son alphabet ce que les gens lui avaient écrit. Mais je vais me concentrer sur cette lettre. Alors, voilà. J'ai dû la redresser pour pouvoir mettre une transcription latine, parce qu'elle est écrite en boustrophédon, enfin, ou en tout cas, sur le papier, elle se présente en boustrophédon. Là, elle est comme ça, hop, 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 hop. Bon. Je l'ai redressée pour l'aligner avec la transcription latine que j'en fais. Donc, là, j'ai d'abord mis les caractères touareg en les transcrivant, il y a des polices pour ça. Et la transcription latine, il n'y a que des consonnes, c'est un alphabet consonantique. Alors on va voir s'il faut parler d'alphabet ou pas. Bon, et en dessous, j'ai ajouté les vocales, hein. Awanak, Shadika, Tanas, Eulare, Marabou, Enas, Siwe, Garetser, Bas, etc. Si moi, Shadika, Dijon, je salue là-bas le marabout, dis-lui, apporte-moi que je répète, il n'y a plus, je revais, rien. Bon. Alors, bon, ben voilà, je peux passer. Oui, un autre exemple. Là, le message est très simple. Hein. Le message est très simple, et c'est le cas de la plupart des lettres. Hein. C'est comme ça, quelques lignes sur un bout de truc, là, un bout de tissu, des fois un bout de papier. Bon. Vous remarquez que les mots, enfin les lexèmes ne sont pas séparés. Hein. Ce qui est le cas la plupart du temps, mais pas toujours. Là, voici une lettre où les lexèmes indépendants, ce n'est pas tout à fait les mots. Et où la rime, par exemple, qui est un verbe avec sa position, ça fait un seul lexème, mais bon. Mais quand même, là, le scribe a séparé les lexèmes d'indépendance. C'est assez rarement le cas. Ça, c'est une lettre écrite en 1888 par un Touareg qui était prisonnier à Alger. Il y avait un groupe de Touaregs qui avait rasié des Arabes soumis. Alors, on pouvait rasier, mais pas des gens qui s'étaient soumis à la France. Donc, il a passé quelque temps comme prisonnier à Alger, lui et ses compagnons. Et là, il envoie une lettre à une religieuse qui l'avait soigné, lui et ses compagnons, alors qu'il était malade. Donc, ce qu'il lui dit est quand même un peu plus élaboré. Hein. Et donc, je trouve cette lettre assez jolie.
Bon, alors maintenant, comment Est-ce qu'on peut faire un essai? Il y a une demande de quelqu'un qui est sur Zoom. Est-ce qu'on peut faire un essai que vous parliez sans le micro pour voir si les personnes qui sont dans la salle vous entendent? Ah oui, ça doit pas être oui. Parce que Alors, ben, je vais essayer de parler, oui, en plus. alors, Oui, oui, monsieur, c'est le pouvoir. Ah oui, ben, oui, oui, vous avez raison, je peux. parce que ça se fait. Est-ce que ça, comme Alors, ça, là? Peut-être parce que le micro du pupitre, il marchait bien. Oui, Et il ne bougeait pas, en fait, ça faisait pas de bruit. oui, Ça va là? La personne là, ça. bon, ben, d'accord. Bon, alors, comment on lit? On lit ça d'une manière particulière, c'est-à-dire que là, j'ai pris la dernière phrase, hein, Bas al-Sahara. Je n'ai plus rien à me mettre, hein, je n'ai plus de quoi me vêtir. C'est bon. Ça va, là, c'est bon. Et quand un Touareg lit ça, il ne va pas dire tout de suite, bon, quand c'est simple, il ira tout de suite, il ne va pas tout de suite dire Bas al-Sahara. Il va d'abord proférer une espèce de mélopée, hein, de récitatif, qui est du genre Bas al-Sahara. Bon. Et c'est ça qu'il interprète. C'est-à-dire que il y a deux étapes dans la littérature. Il y a dans la lecture. Bon, oui, il y a deux étapes dans la lecture. Il y a d'une part la profération d'une séquence orale, mais une séquence orale qui ne peut rien dire. Ce que je prononce en lisant le texte écrit, c'est pas directement ce qu'il veut dire. C'est quelque chose qui a un rapport, mais voilà, qui ne veut rien dire. Et c'est ce que j'entends, ce que je m'entends dire à voix haute, parce qu'on ne lit qu'à voix haute et on ne lit que de cette manière-là. Bah, ça, la, ça, la, ta. Et c'est ça que je comprends et je dis, ah oui, pas ça, ça. Il y a donc deux opérations différentes. Il y a lecture, si on veut, mais qui ne correspond pas à ce qu'on appelle, nous, la lecture. Bon, c'est l'émission d'une séquence sonore qui est calquée sur la séquence écrite que j'ai sous les yeux. Et l'interprétation de cette séquence sonore. Et ces deux opérations tellement indépendantes qu'elles peuvent être accomplies par des personnes différentes. Bon, celui qui a la lettre sous les yeux, il la lit à haute voix. De toute façon, on la lit à haute voix. Et ceux qui sont autour de lui, parce que c'est le public, hein, l'écriture et la réception d'une lettre, bon, ceux qui sont autour de lui déchiffrent ce qu'ils entendent. C'est-à-dire qu'ils déchiffrent la séquence orale en même temps que lui. Et d'ailleurs, il arrivait comme, bon, la plupart des Touaregs connaissent assez bien leur alphabet, mais comme j'étais par définition un homme d'écriture, quand j'étais dans un campement qui avait une lettre à lire, qu'un fils qui était à l'école à Niamey avait envoyé une lettre, on me l'a donnée. Ben, je faisais comme eux, parce que c'est la manière naturelle de lire des tifina. Je faisais, moi aussi, bah, ça, et souvent je ne comprenais pas. Mais eux, qui m'entendaient, comprenaient. On va trouver que cette manière de lire, elle est particulière et elle fait une place assez centrale à l'oral. Il n'y a rien là de comparable à ce qui se passe, par exemple, pour le lecteur hébraïsant ou arabisant qui, lorsqu'il lit éventuellement en haute voix, ajoute au texte, hein, ajoute à la séquence graphique des voyelles qui n'y sont pas. Parce que ce qu'il lit à haute voix a immédiatement un sens. Bon, disons qu'il s'entend lire ce qu'il déchiffre. Un Touareg déchiffre ce qu'il s'entend lire. Peut-être passer, non, oui. Alors, ça me permet de revenir à une thèse, bon, déjà ancienne, d'un historien de l'écriture, c'est Ignace Gelb, ou Gelb, je ne sais pas comment on prononce, qui avait proposé de voir dans ce que nous appelons les vieux alphabets sémitiques, enfin phéniciens, hébreux, araméens, non pas des alphabets à proprement parler, mais des syllabaires où chaque signe valait pour une syllabe, où la consonne était fixée, bon, c'était ce qu'il y avait écrit, et la voyelle était indéterminée. Donc, le signe C, ça veut dire CX, la syllabe CX. Là, typiquement, c'est exactement ce qui se passe. Chaque signe représente une voyelle où la consonne est bien déterminée et la voyelle, quand je la lis, c'est une voyelle centrale. Et c'est après que j'interprète. Il y a quelque chose d'assez analogue. Donc, d'une certaine manière, si on veut, l'alphabet touareg, bon, je continue à dire l'alphabet touareg parce que c'est l'habitude, mais c'est une sorte de syllabaire. Alors, ce n'est pas un syllabaire parfait.
Oui, alors déjà, oui, sur l'histoire des syllabaires. Le fait que ce soit une manière de syllabaire explique peut-être pourquoi les tifinards s'apprennent assez facilement. Bon, les enfants les apprennent un peu par jeu, et ils apprennent à les manipuler en gros. Il y en a qui sont plus ou moins dégoûtés que d'autres, et puis il y en a que ça intéresse plus ou moins. Il y en a que ça intéresse. Bon, bon, et ils deviennent très experts, bon, et c'est à eux qu'on fait appel quand on doit lire ou écrire des lettres, mais tous savent plus ou moins, et il n'y a pas eu d'apprentissage bon, formel. Mais il s'est passé quelque chose d'analogue au Libéria et en Sierra Leone au milieu du 19e siècle. Un personnage, Momu du Valais, avait mis au point un syllabaire pour la langue vaille. Et très vite, ce syllabaire s'est répandu, a été très vite maîtrisé par les locuteurs vaille. Bon. Et de la même manière, un peu plus tôt, en 1819, un métis Cherokee a composé un syllabaire Cherokee, et très vite, les Cherokees sont devenus, si je puis dire, alphabétisés, mais ce n'est pas tout à fait le terme qui convient, et ils étaient en 1880 beaucoup plus alphabétisés, il n'y a pas de mot correspondant avec syllabe, hein, que leurs voisins blancs. Bon. Alors, on peut se dire que des gens qui sont dans une situation de suggestion sont avides de s'emparer d'un outil dont ils voient bien que dans les mains de ceux qui les dominent, c'est un outil qui donne de la puissance. Mais il y a aussi le fait que l'effort d'analyse pour lire un syllabaire ou pour écrire un syllabaire est moins grand que l'effort d'analyse qu'il y a à faire pour écrire avec un alphabet qui distingue les voyelles et les consonnes. Quand je dis tabac, on j'isole, on va pas l'oreille assez facilement, tabac. Pour isoler t et a, p et a, ça, pour les enfants, c'est plus compliqué quand ils apprennent à écrire. Et même phoniquement, c'est ce qui se passe. Là, vous avez le mot bag. Et on enregistre les vibrations sonores. Vous voyez que la vibration sonore du B se prolonge alors que celle du E a déjà commencé, et elle se prolonge encore alors que celle du G a déjà commencé. Bon. Donc, phoniquement, les sons s'interprètent. Alors que la voyelle bague, ici c'est une voyelle fermée, bon, on peut l'isoler. Pour les sons, donc, ça demande un effort d'analyse. Alors, cependant, malgré tout, l'alphabet touareg n'est pas un syllabaire parfait, enfin l'alphabet, oui, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais ce que j'ai l'habitude d'appeler l'alphabet touareg, c'est pas un parfait syllabaire, même si j'accepte avec gêne d'y voir un syllabaire, parce qu'il y a un certain signe qui joue un rôle particulier. Alors, il y a assez peu de critères qui dominent, c'est des signes qui sont utiles lorsque j'ai deux consonnes qui se suivent sans voyelle intermédiaire. Là, c'est le mot ta'anamma, qui veut dire merci. Bon. Et on peut l'écrire comme j'ai écrit à gauche, oui, mais il peut y avoir ce signe où vous voyez que le T, la croix qui représente le T et le cercle qui représente le R sont fondus. Et là, les gens qui maîtrisent ce type particulier de signe comprennent que c'est ta. Alors là, bon, à supposer que, bon, si j'accepte, et je l'accepte, de voir dans les tifinards un syllabaire, que dois-je penser de ce ta? Avec Jean, je dirais, ça représente la voyelle ta. Mais dans la voyelle ta, mais oui, mais pour les Touaregs qui utilisent ceci, s'ils l'utilisent, ils sentent bien qu'il y a un T, enfin, il y a la voyelle ta et la voyelle ra. Alors, la voyelle ta, elle est présente. Et la voyelle ra, il n'y a que la consonne qui en est présente dans ce signe. Donc, malgré tout, dans certains cas particuliers, et uniquement dans certains cas particuliers, il y a sous ce syllabaire un alphabet qui émerge, mais c'est ce cas particulier là. Ou bien, alors on peut facultativement noter les syllabes en fin de mot. Cela aussi, c'est quelque chose de facultatif. Shalika, oui, je vais peut-être revenir en arrière. Oui, Shalika, là, le point là, c'est A. Et marabout, là, le O, c'est OU. Alors, il y a déjà, c'est quelque chose, c'est un début de matrice lectionniste, hein, c'est-à-dire que, ah oui, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, zut, oh là là. Oh là là. Ah ouais. Bon, oui, voilà. Donc il y a quelques cas où, mais c'est
c'est pas fréquent, où les consonnes sont jusqu'à un certain point isolées et les voyelles peuvent être isolées lorsque, bon, à la fin de mot, lorsque la voix s'arrête sur elle, on peut les entendre isolément. Bon. Donc c'est un syllabaire, on va dire, imparfait comme syllabaire. Mais comme l'a fait observer quelqu'un qui s'est intéressé, Brugnatelli, Vermondo Brugnatelli, qui s'est intéressé à l'histoire de l'écriture et qui s'est penché lui aussi sur les Tifinagh. Bon, parler de syllabaire et d'alphabet, en réalité, ça ne veut rien dire. Ce sont les deux pôles extrêmes d'un continuum. Bon, nous, l'usage de l'alphabet, on est quand même à un des pôles, au pôle alphabétique. Bon, les syllabaires Vai ou Cherokee, ils sont au pôle syllabaire. Mais bon, l'alphabet phénicien, à partir du moment où les maîtresses lectionnistes commencent à s'y introduire, il est très près du pôle syllabaire, mais pas complètement. L'alphabet arabe aussi, bon, il est beaucoup plus proche que notre alphabet latin du pôle syllabaire, puisqu'on peut se passer de l'écriture des voyelles brèves, mais quand même pas des voyelles orales. Bon, on peut citer aussi le cas du linéaire B, bon, ce syllabaire bon, qui a transcrit en Crète une forme archaïque du grec, c'est un syllabaire, mais là aussi un syllabaire pas parfait. Il y a des cas où on voit qu'il y a des consonnes qui sont un peu isolées. Ça reste 10 minutes, à 10 minutes. 10 minutes, oh oui, non, ça va, oui. Bon, oui, non, je ne retrouverai pas mon père, je l'ai perdu, mais ça ne fait rien, mais ça va. Bon, en tout cas, c'est presque un syllabaire, pas parfaitement, mais ce n'est pas non plus complètement un alphabet. Bon, mais le fait que, bien que ce soit pas un syllabaire parfait, l'apprentissage paraît en être pour les Touaregs aussi simple que le syllabaire Vai pour les Vai de la Libéria et de la Sierra Leone, ou que l'a été le syllabaire Cherokee pour les Cherokees. Mais c'est que là, il faut regarder la langue. Bon, la langue touareg, tout comme les langues sémitiques, quoique moins qu'elles, mais quand même, c'est une langue où les racines sont essentiellement consonantiques. Donc, quand un Touareg lit une séquence comme celle que j'ai là-haut, il va la lire comme Ra-Ra-Sa. Bon. Et il reconnaîtra tout de suite la racine Ra-Ra-Sa, c'est traversé. Donc, c'est en lisant à haute voix et avec les mots qu'il y a autour, il va savoir, il sait qu'il est question de traverser. Il va savoir s'il doit lire après avoir dit Ra-Ra-Sa et toute la phrase. Bon, il va décider si je dis Arras, traverse, là, ça, je vais traverser, là, ça, j'ai l'habitude de traverser, ou Arras, la traverser. Mais ça, c'est possible parce que, à cause de la structure de la langue, enfin, à cause de la structure essentiellement consonantique des racines de la langue. Et alors, on devrait dire, puisque c'est la même chose en arabe, comment se fait-il que l'apprentissage de l'arabe, au contraire des Tifinagh, c'est pas une mince affaire. Bon, j'imagine que l'apprentissage de l'hébreu aussi. Mais je pense, alors que, outre le fait qu'il y a une plus grande facilité à maîtriser un syllabaire, bon, on demande moins, les Touaregs demandent moins à leur alphabet que les Arabes ou les Hébreux, enfin les Hébraïsants, demandent à leurs alphabets. Leur alphabet, les Touaregs, ne leur sert qu'à écrire des petites lettres comme celles que je viens de montrer pour l'essentiel. Bon. Et même des fois, ils ont du mal à les déchiffrer. Dès que c'est un peu long, bon, ils sont obligés de s'en débrouiller. Le fait qu'il n'y a absolument aucune voyelle, ni brève, ni longue, que la tension des consonnes n'est pas notée comme elle l'est en arabe, bon, ça veut dire que c'est un alphabet bon, qui n'est pas compliqué à maîtriser, à condition de ne pas trop lui demander. Mais le fait que malgré tout, il peut jouer son rôle, qui est un rôle modeste, mais il peut le jouer assez bien sans trop grand apprentissage, tient à la structure de la langue. Du coup, alors je vais terminer par une spéculation, c'est que on ne sait pas, on ne les a pas enregistrés comment les Phéniciens lisaient leurs alphabets. Je serais tenté de dire que d'abord ils lisaient à haute voix. Bon, on connaît tous l'étonnement de saint Augustin, enfin qui n'était pas encore saint, quand il voit que Ambroise lit en silence. Bon, il y a tout un long paragraphe après pour dire, bon, pour comprendre les raisons pour lesquelles il lit en silence. C'est pas habituel.
même pour un lettré comme ça, Saint-Augustin. Donc j'imagine que les Phéniciens lisaient à haute voix, et je suis tenté de penser qu'ils lisaient comme les Touaregs. Bon, ils lisaient comme on lit un syllabaire, bon, et bon, on devait prononcer les voyelles de manière indéterminée. Bon. Et ça marchait quand même à cause de la structure de leur langue. Donc, c'est peut-être pas par hasard, mais là je sors peut-être de ma compétence, que les écritures alphabétiques, d'abord, elles sont nées dans un monde où il y avait pour l'instant que des syllabaires, plutôt des courants. Les hiéroglyphes, c'est pour l'essentiel des syllabaires. L'écriture acadienne, c'était devenu, après bien des avatars, quelque chose qui était essentiellement un syllabaire. Et c'est dans ce contexte-là bon, que naissent ce que nous appelons les alphabets, sous l'influence, semble-t-il, de l'écriture égyptienne. Mais que ce soit né chez les usagers d'un certain type de langue, c'est peut-être pas par hasard. Bon. De gens qui avaient des langues à racines essentiellement consonantiques, donc ils pouvaient faire comme font les Touaregs. Quand ils voient ça, ils disent « Ah oui, c'est de la traversée, tu m'en débrouilles, et puis bon. » Donc je serais tenté de dire que l'apparition de l'écriture alphabétique, ce que nous appelons peut-être improprement l'écriture alphabétique, elle a, dans son apparition même et dans son usage originel même, fait une place centrale à l'oral. Si je fais l'hypothèse, peut-être du risque que les Phéniciens, bon, les Araméens, les Hébreux, lisaient comme lisent aujourd'hui les Touaregs, parce que les Touaregs, heureusement, on peut les entendre. Donc peut-être ne séparons pas trop drastiquement l'écriture et l'oralité. Merci. On va renoncer à la table ronde. S'il y avait des questions urgentes, des points à préciser, j'ai vu qu'il y a eu une petite demande, je peux bien regarder Thomas, on peut les traiter maintenant, puisque nous n'aurons pas le temps comme on a pris une petite demi-heure de retard. Donc, si, sur des points à préciser avec notre... alors, tu peux regarder Thomas éventuellement. Oui, alors, oui, oui, c'est une vraie question. Alors, l'alphabet de la langue amazigh, bon, c'est le terme qu'on donne aujourd'hui à ce qu'on appelait les langues berbères. Hein. Enfin, d'ailleurs, c'est pas la langue amazigh, parce qu'il y a plusieurs langues berbères, et c'est une des souches, des familles de la. Il y a une grosse famille qui a à peu près l'étendue de l'indo-européen, qui est les langues qu'on appelle camito-sémitiques en français, et à l'intérieur, il y a les langues sémitiques, bon, l'égyptien ancien, le copte, et puis les langues berbères. Bon. Oui, alors c'est ce que j'ai dit au début. Effectivement, l'alphabet touareg est le lointain héritier d'alphabet dont on a des attestations qui remontent à quelques siècles avant et quelques siècles après Jésus-Christ, qui était l'alphabet utilisé par les Numides, ceux que les Numides ou les Lidiques, hein, ces gens auxquels les Romains ont eu affaire, parfois de manière compliquée. Bon. Donc oui, c'est tout à fait d'accord, c'est l'alphabet, c'est l'héritier d'un alphabet qui a été utilisé par d'autres langues de la famille berbère. Cet alphabet a disparu au nord du Maghreb. Pendant longtemps, on a pensé que c'était sous l'effet de la conquête arabe. Je me demande si ce n'est pas sous l'effet de la christianisation, mais ça sera un peu trop long. De façon remarquable, Saint-Augustin, bon, qui s'intéresse à beaucoup de choses. D'abord, on sait maintenant que les langues libiques, enfin les langues non puniques de l'Afrique du Nord, connaît. Il parle bien des barbares là-bas, donc c'est tout ce qu'il connaît de ce qu'on appelle aujourd'hui la langue amazigh ou les langues belges. Et alors que en Afrique du Nord et dans le diocèse d'Hippone, ça j'ai bien regardé les cartes, il y avait bon, un tas d'inscriptions libiques, puisque c'est le nom qu'on veut donner à ces gens. On n'en voit aucune trace chez Saint-Augustin, il ne les a pas vues. Alors, je ne sais pas. Mais alors, il y a beaucoup, c'est la plupart du temps des inscriptions, mais des inscriptions funéraires. Mais est-ce que ça veut dire que c'est des tombes qui n'étaient plus en usage à la période chrétienne? Mais bon, il a disparu au nord, mais il s'est transmis au sud, selon des voies qui ne sont pas très claires. Mais oui, il n'y a pas de doute, il s'est transmis, oui. Bon, une dernière précision éventuellement ou c'est bon? S'il y a que ça comme question urgente, on va pouvoir passer à la communication suivante. Très bien, mais merci beaucoup, Dominique. Et Gabriel Bourdin, il va donc J'ai un train à prendre, je suis bien désolé. Merci, c'était passionnant. Voilà. Bon.
Merci de m'avoir invité. C'est un moment très agréable. Oui, oui. Pour l'histoire de, est-ce que tu aurais pas intérêt à te mettre debout au public parce que c'est là qu'on entend le mieux? Non, alors, il faudrait vraiment pas tripoter le micro, ça ne peut pas le faire bouger. Je crois que c'est pas le micro qui Je préparerai pas avec les. Ouais, on va essayer comme ça. Voilà. Je vais lire. Non, mais il y a. Bonjour à tous. Bon midi. Je vais parler du style oral et l'écriture dans la civilisation maya, et en particulier de la tradition maya de style oral dans le rituel des bakab. Des bakab. Comme ça. La lecture orale de l'écriture. La vie précède la mort. Un rituel mexicain se lie avec le rejet gestuel de la cérémonie. Nous ne devons pas nous placer avec nos yeux seuls en face de ce codice mexicain, mais avec tout notre corps. A dit Marcel Jousse dans la lecture orale de l'écriture à 1935. À l'Université du Mexique, des chercheurs en langue, culture et littérature maya avons formé un groupe d'études autour de l'œuvre de Marcel Jousse. Notre groupe a pour objectif l'application de la science joussienne aux études mayas. Nous explorons avec la méthodologie de Marcel Jousse une partie de ce qu'il appelait le laboratoire unique de l'anthropologie du geste. Avant la formation du groupe d'études mentionné en collaboration avec Léonore Thézeau-Gentil et sur le conseil du regretté Edgar Siner, j'ai traduit le style oral à l'espagnol. Cette traduction a été publiée par l'UNAM, l'Université du Mexique, en 2020. Je présenterai ici après l'analyse d'un document écrit en langue maya yucatèque coloniale, en caractère latin. Ce document fait partie d'un ensemble plus vaste que nous connaissons sous le nom des rituels des bakab. Le rituel des bakab contient une collection de 68 incantations magico-rituelles destinées à guérir des maladies et à attirer des bénédictions. Il reflète la riche tradition magique et médicale des anciens Mayas. Ces pratiques magiques et rituelles
mettent en évidence la croyance maya en la puissante force de la parole et sa capacité à influencer la relation anthropocosmique à travers l'instrument rythmique et mnémotechnique du style oral gestuel. Le document original a été découvert à Nuquini, Yucatan, en 1914 et date de la fin du XVIe siècle. Il a été donné à l'université de Princeton en 1949 et s'y trouve actuellement. En plus des incantations, il inclut des prières et des recettes médicales. C'est une fascinante combinaison des savoirs médicaux, botaniques, magiques et religieux. Il a une grande importance pour la compréhension des pratiques médicales et magiques de la culture maya. Il a été étudié et traduit en espagnol par Ramón Arzapalo Marin et publié par l'Union en 1987. L'incantation ou les sorts que nous analyserons aujourd'hui porte le titre « Ce que l'on dit pour refroidir avec de l'eau ce qui est sur le feu ». L'analyse est principalement basée sur la proposition des membres de notre groupe, la professeure Patricia Martel, spécialiste en littérature maya et nahua de l'UNAM et enthousiaste chercheuse de l'œuvre de Juste qui nous accompagne à distance dans ce colloque, je crois. Je pense. J'espère. L'implantation en question figure également dans d'autres documents coloniaux tels que le cahier des Teabo et dont la figure c'est les textes paléographiés en caractère latin mais en langue maya. C'est la page paléographiée du texte. Vous voyez, Utani, Usiskunava, Ha. Comme l'a enseigné Marcel Jousse, le style oral est bien plus que la simple parole en tant que contrepartie de la langue. Au sens défini par Saussure, Ferdinand de Saussure, le style oral implique la prédominance du rythme et de la prosodie. Il s'agit du rythme-mélodisme oral gestuel global. Une lecture linéaire en prose de notre texte maya colonial se révèle infructueuse. Avec un tel type de lecture, nous ne pourrions pas saisir le sens ni l'usage rituel liturgique, dirais juste, de celui-ci. Pour comprendre cette incantation et plus généralement le rituel des Bakab, il est nécessaire de le situer dans le contexte général des documents maya yucatèques de l'époque coloniale écrits en alphabet latin. Avant cela, il est nécessaire d'indiquer quelques données historiques. La civilisation maya a commencé autour de l'an 2000 avant Jésus-Christ, pendant ce que les archéologues appellent la période préclassique. Les premiers établissements mayas se sont développés dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme le sud-est du Mexique, le Guatemala, le Belize, ainsi que des parties du Honduras et du Salvador. Cette civilisation a prospéré durant la période classique entre les années 250 et 900.
après Jésus-Christ. Lorsque de grandes cités comme Tikal, Palenque et Copan ont été construites. Pendant la période classique, les Mayas ont créé une forme d'écriture de type hiéroglyphique qui était inscrite sur la pierre, le bois, la céramique et d'autres surfaces telles que des stèles, des monuments, des linteaux, des panneaux, des plans en céramique, etc. Selon les spécialistes en épigraphie maya, l'écriture maya ancienne doit être déchiffrée comme une écriture phonétique à caractère logographique et syllabique. Autrement dit, il s'agit d'un système graphique qui transcrit phonétiquement les lexèmes et les morphèmes d'une langue. De nombreux épigraphistes soutiennent qu'elle doit être interprétée sur la base d'une langue maya cholane du IXe siècle, qui aurait prédominé à cette époque. Cette idée a été soutenue par des recherches telles que du linguiste russe Yuri Knolosov, qui a joué un rôle central, crucial, dans le déchiffrement de cette écriture. Par la suite, au cours de la période post-classique, années 900 à 1521, les Mayas ont commencé à écrire et à prendre sur des pots de sorte et sur des feuilles de papier végétal fabriquées à partir d'écorces d'arbres dans des grands et magnifiques livres illustrés pliés en forme d'accordéon avec une iconographie énigmatique qui a émerveillé les chercheurs et les visiteurs des musées du monde entier. Je fais référence au célèbre Codex Maya, par exemple, le Codex Paris, qui est qui est la Bibliothèque nationale de France, c'est le Codex Paris ou parisien. Une page, bien sûr, une page seulement. Les Codex mayas, dont l'histoire et le contenu ne seront pas abordés ici. Je mentionnerai seulement qu'à ces jours, seuls 4 de ces codes sont connus. 3 d'entre eux se trouvent dans des bibliothèques musées en Europe, Paris, l'Est et Madrid. Le 4e est conservé dans la bibliothèque du Musée national d'anthropologie et d'histoire du Mexique. La majeure partie des codex qui, après la conquête, subsistaient au Yucatan, furent détruits lors d'une autodafé célébrée dans cette province de l'Empire espagnol. L'autodafé de Mani, ordonné par Fray Diego de Landa, eut lieu le 12 juillet 1562. Cet événement fut un acte de l'Inquisition, où de nombreuses images de culte, objets sacrés et codex furent brûlés. Paradoxalement, Fray Diego de Landa, le 2e évêque du Yucatan, fut celui qui s'occupa d'enregistrer dans son œuvre Relation de las cosas de Yucatán un grand nombre de signes de l'écriture maya, incluant les glyphes du calendrier et tentant en vain de les déchiffrer en termes alphabétiques avant de détruire
tout témoignage de cette écriture à sa portée, estimant que tout cela relevait d'une œuvre démoniaque. Parallèlement à ces faits, les hyménoptes, c'est-à-dire les prêtres, magiciens, médecins, sorciers, enchanteurs, que je préfère considérer plutôt comme des spécialistes rituels, historiens et intellectuels de la tradition du style oral maya, survivants de la conquête, commencèrent à mettre par écrit, avec l'aide de leurs amanuenses alphabétisés, leurs formules, schémas rythmiques, récitatifs et récitations en utilisant l'alphabet latin que leur avaient apporté les prêtres franciscains. Les documents yucatèques de l'époque coloniale écrits en alphabet latin. Selon Martel, la majorité des textes conservés dans ces documents sont de nature sacrée, rituelle, mythique, prophétique et religieuse. Ils ont connu une double transition de l'oralité à l'écriture. De la voix de leurs porteurs culturels à l'époque de l'évangélisation, ils sont passés sur le papier européen pour être transcrits en alphabet latin, ce qui a provoqué un changement abrupt de dimension, car ils sont passés de la mémoire orale à un langage écrit par des caractères étrangers à ceux que les Mayas avaient cultivés à travers leur propre système d'écriture. Pour cette raison, la reconstruction de l'ancienne oralité maya à travers de l'écriture coloniale, unique témoignage matériel qui subsiste, doit commencer par le texte paléographique. Revenons donc à ce que l'on dit pour refroidir avec de l'eau ce qui est sur le feu. Dans la majorité des incantations curatives en maya yucatèque, la caractéristique la plus marquante de ces textes est la répétition des mots et des phrases inécriture en prose, lues d'une traite registrée comme redondante. Cela constitue le premier indice qui nous amène à supposer que le texte en question n'a pas été rédigé pour être lu en solitude, uniquement des yeux, comme le ferait le lecteur contemporain, mais pour être récité avec tout l'accompagnement gestuel du style oral, son intonation, que le rythme, mélodisme et les rythmes, mélodismes propres au langage rituel. On observe la répétition des locutions telles que Wayaspa, ce qui se dit pour refroidir avec de l'eau ce qui est sur le feu. C'est les textes. Bon, par exemple, il y a bien de répétitions comme ou Wayaspa, c'est-à-dire son signe. Cela veut dire son signe, sur sa bol, etc. Et aussi Itzankab, Itzankab, que c'est le dieu dont on parle dans le rituel. Il y a des répétitions. Ces répétitions, si nous lisons les textes en haute voix, on peut voir qu'il y a une dimension auditive, c'est-à-dire orale. C'est-à-dire, si nous les vocalisons en les lisant à voix haute et si nous reproduisons graphiquement cette vocalisation, la répétition ou itération prendront à nouveau
un nouvel ordre. Dit en termes jussiens, les mots et les phrases dont nous observons la répétition périodique nous amènent à supposer que notre texte représente la mise par écrit d'une ancienne composition de style oral, rythmique et mnémotechnique. Les phrases adoptent une valeur rythmique avec des pauses et des tons ascendants ou descendants par lequel le texte acquiert une structure séquentielle qui n'est plus par lignes, mais par phrases rimées équivalentes aux vers de notre langue. Ces vers montrent un schéma métrique avec une nette préférence pour les 4 syllabes. De cette manière, le texte paléographié, inerte et inconfortable de ce que l'on dit pour refroidir avec de l'eau ce qui est sur le feu, accède à une nouvelle interprétation qui le place pleinement dans le domaine du style oral par le biais des principes du rythmisme, du bilatéralisme, du mimisme et du formulisme. L'incantation est une pièce de liturgie magico-médicinale. Elle est conceptuellement construite à partir de la cosmologie maya, composée de 9 niveaux inframondaux, 4 directions du monde terrestre et 13 niveaux supramondaux. Les nombres sacrés 1, 4, 9 et 13 sont mentionnés dans la récitation. En ce sens, la préférence pour les phrases de 4 syllabes observées dans les récitations mayas s'avère particulièrement significative. Comme s'il s'agissait d'un modèle tétradique redondant à différents niveaux de la composition orale. Il chevauche le plan de l'expression avec celui du contenu. La récitation accompagne et en même temps décrit un rituel dans lequel les médecins, sorciers ou chamans commencent par offenser et tenter d'humilier le dieu Itsanka, représenté comme un brasier rituel composé de 9 bûches. Les parties du corps de cette divinité sont représentées comme des éléments du brasier. Sa tête est en peau placée sur le feu. Ses cuisses sont les bûches. Sa langue est représentée par les flammes. Elle possède des organes sexuels masculins et féminins, en foi des organes internes, symbolisés par les 3 pierres du foyer, ainsi que des entrailles. Les mêmes frappes piétinent et tentent d'offenser et de soumettre Itsanka, divinité régente du plan terrestre. Ces offenses sont dirigées contre les différentes parties du corps de la divinité, lesquelles sont associées dans la récitation aux éléments du brasier rituel. On suppose d'emblée que cette correspondance des parties se corrèle à son tour avec les parties du corps du patient, qui n'est à aucun moment mentionné, bien qu'il soit le bénéficiaire tacite du rituel curatif. Présenter graphiquement l'incantation, c'est de la manière suivante. Avec le nombre des syllabes indiquées à la fin de chaque balancement rythmique, dans certains cas, j'ai introduit des modifications à la traduction originale parce que c'est mieux. En petit morceau, 5 minutes. 5 grosses minutes, on va dire. Voilà. Ce qui se dit pour refroidir avec de l'eau, ce qui est sur le feu, c'est un brasier de 9 bûches, l'enveloppe, la tête des Tsanka, son signe et les peaux de mon brasier.
Moi-même, je me suis dressé sur les organes génitaux de la mère de son membre. Et maintenant, quelles sont ses entrailles? Son foie, dit Sanka. C'est en français, bien sûr. Utani, Usiskunavalhat, Tikat, Yan, Bolonchikat, Impochache, Upol Itzanka, Uwayasba, Ukumilinkat, Kintiwale, Yokol Pel, Yokol Pelunatiyach. C'est des très gros mots. Peluna, Tiyach. Hetumbakim, Utamnel, Itzanka. Et cela continue. Leurs signes, la luciole rouge, la luciole blanche, leurs signes sont les étincelles du feu, et sont alors les trois tas de sable, leurs signes, la cendre, rouge, serpent cylindrique, blanche, serpent de vapeur, leur signe est la fumée du bois. Et en maya, c'est plus intéressant parce que c'est le ton, le vrai langage rituel. Mais bon, nous n'avons pas le temps pour le lire. Alors, oh et alors, quelles sont les cuisses rouges des Sankab? Leurs signes sont ces bûches. Oh et maintenant, quelle est la langue des Sankab? Et son signe est la flamme du feu. Hetumbati Tchek, ou Tchakbaket Itsankab, ou Wayasva, ou Tchelusil, Hetumbatin Tchek, Yak Bakin Itsankab, ou Wayasva, Yeteluk Akil, Hetumbatin Tchek, Kumpisuki, Katin Siskuna, Hetumbatin Tchek, Chakalsus, ou Wayasva, ou Tani, Hetumbatin Tchek. Kumpisuki, Katisikuta, Chakalkokai, Sakalkokai. Oh, et maintenant quoi? Avec un peu de nectar, je l'ai refroidi. Et maintenant, qu'est-ce que le sable rouge? Son signe sont les cendres. Avec un peu de nectar, je refroidis la luciole rouge, la luciole blanche. Seigneur, en 4 bataves, car il est dit, Amen. C'est-à-dire que, et je vais faire, parce que la récitation, c'est le rituel, n'est-ce pas? Mais une dernière finale. Tu de fort loin pour nous présenter ça, on va quand même pas t'enlever 5 minutes. Je vous remercie. Oui. À partir de la ligne 42, commence la description de la guérison avec de l'eau glacée. La récurrence rythmique des formules, probablement accompagnées d'un son d'un instrument de percussion, a pour fonction de conduire le patient à une sorte de rêverie ou de transe hypnotique, induite par le rythme mélodisme des formules. Cela coïncide de manière évidente avec les techniques chamaniques de guérison rituelle identifiées et décrites dans diverses régions du monde. Il s'agit des pratiques chamaniques que Lévi-Strauss a généralisées sous le concept d'efficacité symbolique. En ce sens, le rythme de la récitation ne remplit pas seulement une fonction mnémotechnique, ni une fonction esthétique secondaire. Le rythme exerce ici, en outre, une fonction technique.
puisqu'il fait partie intégrante de l'efficacité rituelle. C'est un rythme destiné à guérir à travers la parole et le geste. Et c'est le temps, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que tu as le temps de conclure encore ou c'est bon? On peut... Je voulais vous Une rajouter. dernière question. Alors, je vous remercie. Et les caves sont les abeilles qui entourent le monde maya, parce que je vais conclure avec bon, les seigneurs en quatre mentionnés à la ligne 92 et l'unité tétrapartite, le seigneur en quatre. L'unité tétrapartique appelée les Bakaobes, c'est-à-dire les Bakaves. Les Bakaves sont les seigneurs abeilles qui veillent sur les quatre coins de la terre. Quatre divinités en forme d'abeilles qui protègent les quatre coins du monde maya. La polysémie des termes cave reflète la vision cosmologique des Mayas. Cave, mot polysémique, pouvait désigner abeilles, miel, ruche, village, monde, plan terrestre du cosmos. Avant de recevoir la doctrine de la Trinité enseignée par les évangélisateurs, les Mayas croyaient en l'unité quaternité des Bakaves. Selon les études de Ramon Sapalo, la datation, ce qui se dit pour refroidir avec de l'eau ce qui est sur le feu, incluse dans le rituel des Bakaves, était utilisée pour traiter une condition connue sous le nom des tankas, qui fait référence à un ensemble de symptômes nerveux psychosomatiques. Ces symptômes incluent des évanouissements, des tremblements, des frissons, de l'agitation et des spasmes. Il s'agirait de ce que certains ethnologues appellent des syndromes culturels ou des syndromes spécifiques à une culture. Ce sont des troubles qui ne se retrouvent que dans certaines cultures ou groupes ethniques et qui ont des significations et des traitements spécifiques dans ce contexte. Dans ce cas, le rituel curatif consiste à refroidir avec de l'eau glacée le corps du patient, ce qui permet d'inférer que la symptomatologie du cas était nettement fébrile et inflammatoire. Le terme tankas apparaît plusieurs fois dans le rituel des Bakaves et est associé à différents types de frénésie, comme le frénésie errante à tankas, qui se manifeste par des vomissements, un estomac glacé, de la fièvre et des engourdissements. Ces symptômes étaient interprétés comme étant causés par des phénomènes naturels et cosmiques. L'incantation visait à neutraliser ces forces adverses pour restaurer l'équilibre et la santé de l'individu. Enfin, nous pouvons dire que l'incantation analysée ici, comme tous les rituels des Bakaves, fait partie d'une tradition de style oral, rythmique et mnémotechnique propre à la culture maya. Cela est vrai, mais avec une précision supplémentaire. Comme nous le savons, la société maya colombienne était fortement stratifiée. Les peuples mayas appartenaient à une élite aussi éloignée des paysans que le sommet d'une pyramide de sa large base. Le chant et incantation contenus dans le rituel
Son décomposition propre à un langage liturgique et ésotérique interdit aux gens dits communs. La langue utilisée dans le rituel n'était pas celle des Masewales, les paysans, mais un sociolecte réservé à la classe sacerdotale. Traditionnel, certes, mais en aucun cas populaire. Pour conclure, Voilà, que tu conclues là-dessus parce qu'il va falloir passer. Alors, on a d'autres communications. Donc, d'accord. oui. Bien, merci. Voilà. On va tout de suite donner la parole à Daniela Polis-Michel, qui est avec nous en direct donc de l'Université de l'île Maurice. L'île Maurice. Alors, on va inviter que voilà, le partage de l'écran. Ça va, vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors, on peut se mettre en mode diaporama complet. Là, c'est moi qui faut. Ah bon, moi, il faut que je. c'est le présentateur qui doit se mettre en mode diaporama. Voilà. Alors, vous me dites quand je peux commencer. Là, ça diminue la taille de la salle. Là, elle n'est pas en mode présentation. Il faudrait que vous mettiez en mode présentation, diaporama présenté. Ah, d'accord, pardon. OK. Ça fait une image plus grande. Ça va là? Parfait. OK, d'accord. Alors, vous me donnez combien de temps, s'il vous plaît? Vous avez une demi-heure à peu près. Ah, d'accord. Vous me signalerez quand j'arrive à 10 minutes. 5 minutes avant, oui. OK, d'accord. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité, un membre de l'association Marcel Jousse, à participer à cette conférence parce que c'est quand même le résultat d'un gros travail de plusieurs années pour faire connaître la théorie et les travaux de cet anthropologue qui apporte beaucoup à l'analyse de l'oralité dans nos cultures sans écriture. Alors aujourd'hui, j'ai proposé de parler de la pertinence et de la théorie de Marcel Jousse pour aborder la créolité. Et pour cela, je vais le faire sur le mode du témoignage d'un parcours de recherche sur le Sega mauricien, qui est une pratique musicale de l'île Maurice. Et c'est un parcours que j'ai fait entre 98 et 2006, ça fait 20 ans déjà. Et je dois souligner que bon, je ne suis plus dans le domaine universitaire depuis 2019, où j'ai pris ma retraite. Mais c'est un plaisir de revenir sur cette recherche et de la rendre plus accessible à travers une conférence que dans une revue où elle reste un document écrit non accessible à tout le monde nécessairement. Alors, je vais commencer par préciser, peut-être que vous n'êtes pas familier avec la notion de créolité, donc dire qu'est-ce que j'entends par là. Ensuite, je donnerai ce témoignage d'un parcours de recherche, mais rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais juste m'arrêter sur les 2 étapes de ce parcours en précisant l'approche qui a été utilisée et les résultats et comment, à la fin, j'ai été amenée à utiliser les concepts de Jousse pour rendre compte de ce qu'il y a derrière cette pratique musicale. Et enfin, je vais préciser ce que Jousse apporte pour nous, les personnes qui essayons de cerner ces pratiques culturelles qui sont quand même très jeunes. Alors, la créolité,
c'est un concept qui a été développé dans les années 80 et cela se réfère à un mouvement littéraire qui s'est développé aux Antilles et dont l'aboutissement est cet ouvrage dont je donne les détails, publié chez Gallimard, Éloge à la créolité, et par ceux qui sont un peu à la tête de ce mouvement, donc Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Et ce qu'ils entendent par créolité, ou bien plutôt ce qu'ils ont voulu promouvoir par ce mouvement de créolité, c'est cette approche des pratiques culturelles créoles qui va définir la créolité par rapport essentiellement à l'espace où sont nées ces pratiques culturelles, à ces contextes socio-économiques, socio-historiques particuliers qui définissent l'espace créole, l'identité créole et la culture créole, parce que jusque-là, ces cultures ont été définies par rapport à un ailleurs, par rapport aux références des pays colonisateurs, ou bien par rapport à des terres d'origine, de peuplement. Et moi, ici, je vais utiliser ce terme au sens large pour désigner les pratiques qui sont issues du contexte de l'esclavage et qui se sont développées en interaction avec les autres pratiques culturelles. Alors, quels sont les traits saillants de la créolité? D'abord, il se définit par son contexte de naissance, c'est-à-dire cette période de l'esclavage. Pour ce qui est des espaces insulaires, ce sont surtout comme Maurice et dans l'océan Indien comme Maurice, la Réunion, les Seychelles, ce sont des espaces qui ont été peuplés à partir de la colonisation et dont les premières étapes de formation de cette population s'est faite dans le contexte d'un système social régi par l'esclavage. Et la créolité aussi se définit par ses acteurs qui ont été d'abord la population qui a fait cette expérience dramatique de l'esclavage, de la traite négrière et de l'esclavage. Et ensuite, cette population qui a évolué dans un brassage, dans un métissage avec d'autres communautés issues d'autres pays. Et d'autre part, ces pratiques, on peut dire que ce sont des pratiques de survie sur tous les plans, parce qu'il s'agissait pour cette population qui se retrouvait totalement démunie de se trouver les moyens pour pouvoir se nourrir correctement, se soigner, pour pouvoir survivre aux souffrances qu'ils subissaient qui faisaient partie de leur quotidien, à la mort, à la torture. Donc, c'est une culture de survie, c'est-à-dire que malgré ce contexte, ils ont eu à développer des moyens pour pouvoir continuer justement à survivre, à vivre. D'autre part, ces pratiques culturelles sont caractérisées par l'oralité, bien sûr, parce que l'essentiel de la population qui a été importée sur les sociétés de plantation venait des cultures d'oralité, donc du continent africain, pour ce qui est de l'océan Indien, de l'Afrique de l'Est pour l'essentiel, et de Madagascar. D'autre part, ces pratiques culturelles sont aussi caractérisées par le fait que ce sont des pratiques nouvelles et donc qu'elles sont parties quasiment de rien. Bien sûr, il y avait la mémoire de la première génération de personnes venues en esclavage, mais quand même, il y avait déjà une déstructuration de cette mémoire parce que l'histoire met en évidence que entre le moment où ces personnes ont été capturées et le moment où elles sont arrivées dans les colonies,
eh bien, elles étaient, comment dire, il y avait enfin, cela se passait le trajet se faisait pendant des années et souvent elles étaient capturées aussi très jeunes. Donc, on ne peut pas tellement parler comment dire, d'une mémoire qui est restée constante par rapport aux terres d'origine. Et enfin, c'était des personnes d'origines différentes, déjà ne serait-ce que par rapport aux différentes, comment dire, aux différentes ethnies du continent africain, mais aussi elles venaient, comme j'ai dit, de Madagascar et certains même de l'Inde et de la Chine en plus petit nombre. Et la créolité, contrairement à ces grandes cultures millénaires dont on a entendu parler, des Touaregs, des Mayas, des autres cultures africaines, c'est une culture très jeune. L'île Maurice a commencé à être peuplée en 1721 et cela donc fait tout juste 3 siècles que cette population s'est formée avec différentes couches de colonisation et de migration. Alors, quel est l'intérêt de JUS par rapport à ces pratiques culturelles, par rapport à la créolité? C'est que JUS nous donne les moyens de mieux saisir cet aspect fondamental de la créolité qui est l'oralité et de la valoriser sans détruire le peu de ce qui a été construit pendant ces 3 siècles. Effectivement, je ferai de temps en temps un parallèle avec la langue créole, qui est une autre, en dehors des pratiques musicales, les langues sont aussi des signes probants d'une culture. Et donc, la langue créole est une langue qui est née du contexte de l'esclavage, tout comme le Sega mauricien. Et, et bien sûr, il y a plusieurs langues créoles suivant les îles où nous nous trouvons. Et donc, cette langue est une langue qui est née dans le contexte de l'esclavage, donc une jeune langue, mais en la valorisant, ça fait à peu près une quarantaine d'années, en fait, depuis l'indépendance, qu'on essaye de valoriser les pratiques culturelles créoles qui sont nées du sol et qui sont devenues aussi des pratiques qui ont une portée nationale, régionale et même internationale. Et donc, en essayant de les valoriser, ce qui se passe, c'est que nous utilisons des modèles, des pratiques, des cultures écrites environnantes pour valoriser ces cultures d'oralité, ces jeunes cultures d'oralité, sur le modèle de ces cultures environnantes. Dans le cas du créole mauricien, par exemple, de la langue qui s'appelle maintenant le créole mauricien, eh bien, la première démarche, il y a eu tout un combat pour démontrer que le créole est une langue. Le créole est entré à l'école il y a seulement, enfin depuis 2012 seulement, donc pendant une quarantaine d'années, il a fallu se battre pour faire comprendre que c'est une langue qui vaut la peine d'être enseignée, qui vaut la peine d'être officiellement utilisée dans les médias. Et pour démontrer que c'est une langue, eh bien, c'est là où il y a eu l'intérêt des linguistes pour montrer que voilà, on peut lui donner une orthographe, c'est une langue. On s'est mis à élaborer des dictionnaires pour montrer qu'il y a du vocabulaire, à faire l'analyse des structures de la langue créole pour montrer qu'il y a une grammaire. Donc, c'est en fonction de l'échelle de valeur, des critères de culture écrite qu'on a cherché, dans le cas de la langue créole, de valoriser. Je vais aussi parler du cas du Sega, plus tard, comment on a essayé de le valoriser sur le modèle des cultures écrites. Donc, JUS nous donne les moyens d'étudier ces cultures avec comment dire, avec des outils qui sont propres à l'oralité. Alors, ce que j'apprécie, enfin, ce qui me permet de me reconnaître dans le témoignage de JUS, surtout à travers le film sur les pas de Marcel JUS, même si c'est dans un autre contexte totalement différent sur le plan culturel, c'est que sa théorie est fondée
sur son expérience. Bien sûr, il utilise aussi d'autres sujets d'observation, mais essentiellement sur son expérience, et on peut se reconnaître pour des personnes qui ont fait l'expérience de l'oralité, en tout cas c'est mon cas, on peut se reconnaître dans ce qu'il raconte de son expérience de l'oralité, de l'expérience de son enfance. Enfin, la JUS m'a permis de faire une relecture du Sega traditionnel mauricien selon ses concepts clés, le rejeu, le mimage du réel, tel que intuitionné par l'anthropos, qui est cette personne en situation d'esclavage, et qu'on oublie qu'il est un être humain et que lui aussi, il est en quête de sens. Alors, donc, première étape de cette recherche sur le Sega traditionnel mauricien. Je suis linguiste de formation et j'ai été amenée à choisir cet objet d'étude à une époque où se posait de façon très forte la question de l'identité des créoles. Vous savez que Maurice comment dire, est constituée, la population mauricienne est constituée de personnes venant de pays différents, et on appelle créole justement ces personnes d'origine africaine et malgache, plus ou moins métissées, qui représentent à peu près 30% de la population, et qui sont cette population qui est issue de l'esclavage. Sinon, l'autre partie de la population est formée de personnes d'origine indienne qui ont été amenées à Maurice pour remplacer les esclaves quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, et aussi des personnes d'origine chinoise, et des personnes, bien sûr, aussi d'origine européenne qui sont venues en tant que colons, enfin, dont les ancêtres sont venus en tant que colons. Alors, ici, je présente, donc, dans la première étape, oui, je disais que j'ai choisi le Sega traditionnel mauricien à cette époque où se posait la question de l'identité des créoles, parce que je voulais pouvoir rendre compte et moi aussi prendre conscience de ce que les créoles disent de leur propre identité, disent de leur relation à la réalité mauricienne, disent d'eux-mêmes, de leur passé, etc. Parce que à cette époque-là, tout le monde savait discuter sur l'identité des créoles, mais sans nécessairement interroger leurs propres paroles. Et pour moi, le Sega mauricien, qui est un comment dire, un domaine, on va dire, très prolifique dans l'espace culturel mauricien. Il y a des Segas qui sortent par dizaines chaque mois. Donc, c'était vraiment le lieu idéal pour analyser, essayer de cerner la réalité telle que perçue par les créoles et cette réalité telle qu'ils le disent eux-mêmes. Et donc, j'ai été amenée, à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, comment dire, de partager l'analyse d'un texte dont la spécificité, c'est le seul texte que j'ai trouvé, qui fait le récit d'une séance de Sega telle qu'elle est vécue par le personnage principal. Et pour moi, c'est une actualisation de la mémoire du Sega traditionnel tel qu'il a été pratiqué. Et donc, dans ce texte, bon, c'est en créole mauricien, mais j'ai mis ici les éléments. Je peux vous envoyer le texte plus tard. Donc, c'est un texte qui raconte, qui met en scène cette séance de Sega qui se passe dans l'époque contemporaine et qu'on retrouve encore sur les plages de Maurice. Et c'est là où on a encore des séances qui surviennent de manière spontanée. Et on remarque dans ce texte qu'il y a trois parties. Une première partie, et ces trois parties correspondent
a été confirmée par des textes dans la colonne de gauche, par des textes historiques. Hein. Le plus loin que j'ai pu remonter, c'est 1800. Le texte est de 1822, mais le témoignage date de 1818. C'est un récit de voyage. Hein. Et puis aussi un autre texte de 1927, puis 1984, qui eux aussi témoignent de cette structure tripartite du Sega traditionnel, qui commence par le rythme des ravanes et ce qui correspond dans un premier temps chez la personne qui le vit, je l'ai mis en face, à l'effet, ce sont des réactions émotionnelles de souffrance intérieure. Ensuite, en tout cas, des réactions émotionnelles. Et progressivement, on va voir que cette personne évolue de plus en plus vers une prise de conscience de son passé. Il passe des émotions à la mémoire et ensuite à l'imagination, aux interrogations, pour ensuite se prendre conscience de sa situation aujourd'hui, où il participe à la danse du Ségaravan, qui est la troisième partie, et il participe à cette danse avec les autres, et du coup, cette mémoire douloureuse a été transformée à travers cette évolution du Sega mauricien en 3 étapes, a été transformée en une célébration pour remercier le ciel de pouvoir célébrer la liberté retrouvée et d'avoir été libéré de l'esclavage. Et donc, alors, à partir, pardon, il me reste 10 minutes? OK. Alors, donc, je ne comprends pas pourquoi ça vient ici. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que mon interprétation de ce récit, de ce vécu, c'est de découvrir à travers ce vécu que, en fait, le texte de le Sega est un processus de reconstruction de la personne en 3 étapes. Et ensuite, j'ai essayé de replacer cette séance de Sega dans le contexte de l'esclavage. Et ce qui interpelle, enfin, c'est en quelque sorte une approche discursive où on place le texte dans son contexte et qui est un discours puisqu'il c'est une structure qui reste quel que soit le texte. Eh bien, on se rend compte que ce qui interpelle, c'est comment un rythme aussi vivant a pu naître d'une situation aussi destructrice, aussi accablant que celui de l'esclavage. Et il n'y a pas d'autre, je ne vois pas d'autre interprétation qui permet la cohérence entre le texte et son contexte que que c'est un processus de reconstruction. Alors, dans la deuxième partie, j'ai été amenée à m'interroger sur les origines du Sega, et c'est en me rendant compte que en fait, suivant qu'on regarde l'étymologie du mot Sega, qui vient par exemple du Mozambique, de Madagascar, le rythme qui vient du Portugal, de l'Inde, de l'Afrique de l'Est, la ravane qui vient du Mozambique, du Portugal, de l'Inde, l'étymologie du mot ravane qui a aussi une étymologie tamoule. Donc, je me rends compte que qu'on peut difficilement lier le Sega à une culture particulière, un site particulier, et qu'en fait, c'est effectivement une pratique musicale qui est née dans le contexte mauricien. Alors, c'est ainsi que j'ai été amenée à m'interroger sur cette pratique traditionnelle comme une pratique originelle d'un nouvel anthropos. C'est sûr qu'il y a des valeurs de rythme qui sont restées de la terre africaine,
Mais là, c'était aussi redonner un sens à, comment dire, élaborer un rythme particulier dont l'objectif, nous l'avons vu, est de, comment dire, est de régénérer la personne. Et donc, on finit par comprendre que c'est une pratique qui a été construite dans le contexte mauricien. Et c'est ainsi que Jousse, avec les différents concepts d'intussusception et de rejeu, m'a permis de faire une nouvelle lecture de ce texte, non seulement du texte, mais de la séance de Sega traditionnelle, comme étant le résultat d'une saisie préalable du réel naturel, fait de rythmes divers qui régénèrent la personne en quête de sens dans ces moments de répit. Je l'imagine, moi, au bord de la mer, la nuit, et pour lui redonner vie. C'est le rejeu, le mimage de ce qu'il a saisi des rythmes de la vie, mais peut-être sans doute aussi des rythmes du cœur, parce qu'il y a le témoignage d'un spécialiste du Siga qui me dit, d'un musicien, qui me dit, et de plusieurs d'ailleurs, qui disent que le rythme de la ravane devient juste lorsqu'il fait battre, lorsqu'il est au même rythme que celui du cœur. Et donc, l'effet de ce rejeu, de ce mimage, est d'avoir pour effet, donc l'objectif, c'est d'inciter ceux et celles qui y portent attention à y participer, à s'y accorder par la parole chantée et par la danse, par le gestuel, pour retrouver une harmonie originelle. Alors aujourd'hui, le Sega traditionnel perdure parallèlement à d'autres formes de Sega qui, bien sûr, a intégré les styles de musique qui sont, comment dire, qui sont devenus populaires et qui ont eu une notoriété sur le plan international, comme le pop soul, la musique soul a donné le pop soul Sega, le reggae a donné le Segé, mais le Sega traditionnel, dans sa forme tripartite, elle n'existe plus. Le texte a pris beaucoup de place et c'est là qu'on voit l'impact des cultures écrites sur la culture orale. Dans les années 80, quand on a voulu valoriser le Sega, eh bien, on considérait le fait que le Sega n'avait que quelques paroles qui pouvaient durer des heures et même toute une journée. Hein. Il y a le témoignage d'une personne qui était enfant en 1888, qui raconte qu'une séance de Sega pouvait durer toute une journée avec quelques paroles. Donc, la parole, comme dit Jousse, dans le Sega traditionnel, avant, avait peu de place. La priorité, c'était le rythme et la danse. Et ce qui s'est passé dans les années 80, c'est qu'on a voulu valoriser le Sega en lui donnant plus de texte. Aujourd'hui, un Sega qui a de la valeur, c'est un Sega qui a du texte. On juge un Sega, bien sûr, par rapport à son arrangement musical, mais aussi au fait que le texte transmet un message. Et donc, le chant n'est plus spontané. Je ne me suis pas attardée sur le chant tout à l'heure. Donc, le chant, normalement, est un chant spontané, traditionnellement, était un chant spontané. Maintenant, ça n'existe plus. Les derniers, on les retrouvait dans une île qui est dépendante de Maurice, qu'on appelle Rodrigue, dans les années en 60 encore, mais maintenant, c'est disparu. Donc, le chant n'est plus spontané. Et l'objectif principal aujourd'hui, avec l'instrumentalisation du Sega dans le secteur touristique, c'est un spectacle pour, comment dire, pour se montrer, pour distraire, pour démontrer. Et donc, bon, je ne suis pas en train de critiquer l'évolution du Sega. Toute culture est appelée à évoluer, mais pour une culture qui a besoin d'assises, enfin, dont les personnes ont besoin d'assises pour pouvoir se développer, eh bien, il me semble qu'il est important de, comment dire, de revaloriser ce que ces pratiques culturelles ont été pour mieux comprendre comment ensuite, à partir de là, continuer à aider ces personnes, enfin, ce groupe dont je fais partie, aider ce groupe à pouvoir se mettre debout
et se prendre en charge et devenir interlocuteur face aux autres qui ont tendance, et même les personnes qui sont dans ce groupe, ont tendance à négliger cette culture naissante issue de l'esclavage. On arrive à la fin. Oui, Daniela, je suis. parce que là, on arrive au bout du temps qui vous est réservé. Est-ce que vous voulez c'est votre conclusion ou est-ce que vous voulez rajouter un dernier commentaire? Dernier commentaire, bon, peut-être que je l'ai déjà dit, c'est que JUS nous permet de valoriser les pratiques culturelles d'une oralité méconnue et naissante, méconnue y compris par ses propres acteurs, car c'est une culture qui reste encore implicite. Les intellectuels de ce groupe ont commencé à prendre la parole sur leur propre culture seulement à partir des années 90. Vous vous rendez compte? Mais en même temps, on se croyait en retard, mais apparemment aux États-Unis aussi, c'est un peu ça. Donc, c'est important pour promouvoir un développement en accord avec ce qui existe ou existait déjà. Merci beaucoup, Daniela. Donc, voilà, merci, merci. Pour d'éventuelles questions ou remarques rapides. Après, on va faire une petite pause. Donc, si vous avez une remarque à faire ou une question à poser à Daniela, faites-le maintenant. Et puis après, on va se prendre une dizaine de minutes pour un petit peu se détendre avant les deux dernières communications. Oui. Est-ce qu'il y a un document au sujet de ce travail? Est-ce qu'il y a une thèse ou des est-ce que vous avez livres, entendu, Daniela, est-ce qu'il y a un document ou une thèse ou des articles que vous auriez pu produire en rapport avec la communication que vous avez faite? Oui, Partageable. c'est l'article que vous connaissez déjà et qui, voilà, c'est cet article où j'ai, comment dire, où j'ai mis les résultats de ce, enfin, il y a plusieurs articles, mais celui-là La est plus diapo conséquent. s'appelle le Sega traditionnel mauricien, lieu de naissance d'un nouvel anthropos, article de 2006 de Daniela Polis Michel. En tapant, je pense qu'on le voit dans les revues, études, océans. Il y a un article Voilà. sur marceljouz.com où j'introduisais ce texte-là, donc Daniela Polis-Michel, vous l'avez communiqué il y a plusieurs années. Merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez dit dans votre conclusion de la conclusion, ça rejoint juste qui parlait d'une montée en conscience, c'est-à-dire beaucoup de mécanismes qui sont là, peut-être vos danseurs, en fait, tout ça, ils le mettent en acte. Et cette prise de conscience, en fait, de ce qui se passe et de ce qu'on fait, c'est tout à fait dans la démarche. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, ben, écoutez, je vous propose une dizaine de minutes de pause. Et après, on reprend pour les deux dernières communications de Willy Bongo et Sarah Auga. Merci. Merci.